Sous cette rubrique, des composés qui ne répondent pas à la définition stricte des lipides. En effet, les eicosanoïdes sont des acides gras polyinsaturés, mais qui sont oxydés, ce qui les rend plus solubles. Et les lipides polyisopréniques, quant à eux, sont hydrophobes, mais ils ne sont pas composés dans leur structure d'acides gras. Les eicosanoïdes sont une vaste famille de molécules dérivées d'acides gras polyinsaturés qui vont être oxydés. Ces acides gras ont 20 atomes de carbone, ce qui a donné le nom d'eicosa venant du grec eikosi. Ce sont des molécules informationnelles qui agissent comme des hormones locales avec une action à la fois autocrine à l'intérieur de la cellule ou paracrine sur des cellules de proximité. Ils sont très actifs et il suffit de concentrations très faibles, de l'ordre de nanogrammes par gramme de tissu pour avoir un effet physiologique. Et on distingue deux grandes familles, les prostanoïdes, qui sont composés des prostaglandines et thromboxanes, et des leucotriènes. Ces composés vont avoir un rôle physiologique important. Ils interviennent notamment dans les réactions inflammatoires. Ils sont synthétisés à partir de la libération d'un acide gras polyinsaturé, le plus souvent l'acide arachidonique, qui est libéré des membranes par une phospholipase A2. L'acide arachidonique entrera ensuite dans l'une des voies de métabolisation, soit la voie de la cyclooxygénase, qui va conduire à une cyclisation de l'acide gras, donnant naissance donc à des acides gras de type cyclique, soit l'acide arachidonique peut être métabolisé dans une autre voie métabolique qui est celle des lipooxygénases. La phospholipase A2 est activée sous différents stimuli qui peuvent être d'ordre physique, c'est le cas notamment lors de blessures ou de brûlures, ou bien d'ordre chimique, et c'est cette phospholipase A2 qui est impliquée notamment dans la toxicité du venin de serpent ou dans les piqûres d'abeilles. Les prostanoïdes, dont le nom dérive de prostate, 3 acides gras vont participer à la synthèse des prostaglandines et du thromboxane. Ce sont les acides gras à 20 carbone polyinsaturés que sont l'acide arachidonique, l'acide dihomolynolénique et l'acide eicosapentaénoïque avec 5 doubles liaisons pour ce dernier. Ces acides gras polyinsaturés, après l'action des cyclooxygénases, font former les séries des prostaglandines et thromboxane, série 2, 1 ou 3, le chiffre représentant le nombre de doubles liaisons dans ces dérivés lipidiques. Le noyau cyclopentane peut porter différentes fonctions. Ces fonctions, portées par le carbone 9 ou le carbone 11, sont des fonctions hydroxyle ou cétone, ou encore des ponts endoperoxydes, qui sont des ponts OO ou des ponts époxydes. Ces différentes fonctions sont à la base des séries des prostaglandines que l'on nomme séries G, H, D, E ou I. Ce schéma vous présente les différentes voies de synthèse de ces prostaglandines. Le précurseur commun est l'acide arachidonique qui, après avoir été cyclisé par des cyclooxygénases, donne les prostaglandines des séries G et H. Ces composés très instables seront rapidement métabolisés pour donner les différentes séries de prostaglandines et les thromboxanes. Une remarque toutefois, la biosynthèse ne se fait pas d'une manière identique dans tous les tissus, mais elle va dépendre de l'équipement enzymatique qui est en partie tissu spécifique. Ainsi, la synthèse des thromboxanes, sous l'influence de la thromboxane synthase, prédominera dans les plaquettes sanguines, alors que celle de la prostacycline prédomine dans l'endothélium vasculaire. Le noyau cyclopentane est formé par des enzymes appelées cyclooxygénases puisque c'est elles qui vont catalyser la formation du noyau cyclopentane. Ce sont en fait des dioxygénases qui vont insérer d'une part un pont endoperoxyde et qui vont par ailleurs ajouter sur le carbone 15 une fonction peroxyde qui sera réduite en fonction alcool. Ces cyclooxygénases peuvent être inhibées
par l'aspirine, qui est un anti-inflammatoire non stéroïdien bien connu de tous. Les prostaglandines GH2 sont très instables et vont donner naissance aux différents types de prostanoïdes qui, selon le type cellulaire, vont former des composés différents. Ainsi, le thromboxane, qui est synthétisé par les plaquettes et les macrophages, car ces cellules ont une thromboxane synthase qui permet de métaboliser la prostaglandine GH2 en thromboxane. Ce thromboxane est caractérisé par un noyau qui est un hétérocycle comprenant 5 carbones et un atome d'oxygène. Ce thromboxane est une molécule très active, c'est un puissant agrégant plaquettaire, également vasoconstricteur, et il va être métabolisé dans sa forme inactive qui ouvre et réduit le pont époxyde en 2 fonctions hydroxyle. Les prostacyclines sont synthétisées par les cellules de l'endothélium et les cellules musculaires lisses grâce à la présence d'une prostacycline synthase qui va former une molécule qui a le cycle caractéristique de toutes les prostaglandines, bien que ici, l'une des branches va réagir avec un carbone du cycle pour former un époxyde, ce qui rend la molécule bicyclique. C'est la seule molécule de ces familles des prostaglandines ayant cette structure particulière de noyau. Elle joue le rôle d'antagoniste du thromboxane A2 en inhibant l'agrégation plaquettaire et elle a un effet vasodilatateur. Elle peut être catabolisée sous sa forme inactive par l'ouverture du cycle. Une remarque, cette prostacycline, sa production est dominante au cours de la grossesse où elle joue un rôle vasodilatateur pour jouer un rôle antagoniste des substances hypertensives sécrétées par ailleurs lors de la grossesse. Les prostaglandines des groupes D, E et F ont également la structure caractéristique du noyau cyclopentade. Ils sont formés à partir du précurseur PGH2 par réduction du pont endoperoxyde qui va former soit une fonction alcool, soit une fonction cétone. Et selon la position de la fonction cétone ou alcool, sur le carbone 9 ou 11, on va avoir des classes différentes avec pour la prostaglandine de type F des formes réduites à la fois sur le carbone 9 et 11 sous forme d'hydroxyle. Cette seule différence va conduire à des composés ayant des effets biologiques très différents. Par exemple, la prostaglandine de la série 2, que l'on trouve dans de très nombreuses cellules, est impliquée dans la constriction des muscles lisses vasculaires. Elle a donc un effet plutôt hypertensif, mais elle est également produite et responsable des actions pyrétiques. Elle est impliquée dans l'éveil, alors que les PGD2 ont plutôt un effet sur la somnolence. Enfin, les prostaglandines de la série F sont sécrétées en grande quantité au moment de l'accouchement pour favoriser le déclenchement de la phase de travail. Elles sont également utilisées lorsque c'est nécessaire pour déclencher cette phase de travail. Et puis, plus récemment, une de ces prostaglandines de synthèse connue sous le nom de RU486 est la pilule abortive. Sur ce tableau sont résumés les principaux effets biologiques des prostanoïdes. Il a le mérite d'être très synthétique, mais présente aussi ses limites, à savoir qu'il peut y avoir certaines inexactitudes en raison d'un caractère non exhaustif de ce tableau. Mais son intérêt, c'est de vous montrer combien il sera compliqué d'avoir une action pharmacologique puisque ces prostaglandines vont être synthétisées au niveau de nombreux tissus. Ce qui explique notamment que les effets secondaires, c'est le cas par exemple de l'aspirine qui, en inhibant la synthèse des cyclooxygénases, inhibe également l'effet physiologique de la PGE2 qui a un rôle protecteur au niveau de l'intestin. Ces effets sont à l'origine des effets secondaires de l'aspirine. Au risque donc des inexactitudes du tableau précédent, on préférera retenir les effets physiologiques des prostanoïdes dont l'effet principal est d'être des médiateurs essentiels de l'inflammation. En effet, ces différents prostanoïdes participent aux 4 fonctions cardinales de l'inflammation qui sont la rougeur, la douleur, la chaleur et l'œdème. Et vous voyez qu'ils participent également à de nombreuses fonctions physiologiques.
De fait, la distinction entre les effets bénéfiques et néfastes est parfois difficile. Ainsi, la réaction inflammatoire, qui est souvent un mécanisme de défense initialement utile, peut devenir handicapante et pénible lorsqu'elle se chronicise. Nous avons présenté jusqu'à présent les dérivés de l'acide gras acide arachidonique, mais selon l'acide gras qui sera métabolisé, cela va donner naissance donc à différents prostanoïdes et notamment l'acide écosan-pentaénoïque donnant des analogues structuraux de la série 3. Et certains de ces analogues, comme la prostacycline 3, a une activité similaire à celle de la prostacycline 2. En revanche, le thromboxane A3 est beaucoup moins actif que le thromboxane A2, ce qui peut participer aux effets bénéfiques des oméga 3 dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Cependant, nous nous souvenons qu'il existe une compétition entre ces deux séries et on peut donc se demander si cette modification avec un excès de l'apport en acides gras de cette série, ne peut pas réduire certains mécanismes de défense de l'organisme et également augmenter le risque d'hémorragie. L'acide arachidonique peut aussi être métabolisé dans la voie de la lipooxygénase pour former des leucotriènes qui sont impliquées dans l'inflammation, mais également dans les réactions au choc anaphylactique. Ces leucotriènes, ainsi nommés puisqu'ils ont été découverts dans les leucocytes et qu'ils comprennent 3 doubles liaisons conjuguées dans leur structure, ils sont métabolisés par des lipooxygénases. On en connaît 3, la 5, la 12 ou la 15 lipooxygénases qui vont agir sur les carbones 5, 12 ou 15 et elles agissent sur les acides gras polyinsaturés à 20 carbone qui sont les mêmes que dans la série précédente, mais ici, contrairement aux cyclooxygénases, les lipooxygénases ne forment pas de cycle et donc les dérivés lipidiques sont des leucotriènes où le numéro de la série respecte le nombre de doubles liaisons trouvées dans la molécule originale. Ainsi, l'acide arachidonique donnera naissance à des produits qui sont les leucotriènes de la série 4. Et l'acide dihomolynique de la série 3, l'écosapentaénoïque, qui comporte 5 doubles liaisons, donnera les leucotriènes de la série 5. Nous présenterons la voie de la 5-lipooxygénase. Cette enzyme va agir sur un acide arachidonique libre, c'est-à-dire qui a été libéré à partir d'un phospholipide après l'action des phospholipases A2. Il se forme alors un composé appelé LTA4, qui comprend un pont époxyde entre le carbone 5 et le carbone 6, pont qui est formé par l'action de la 5-lipooxygénase. Ce composé peut être ensuite métabolisé selon le type cellulaire, soit en LTB4, soit en LTC4, D4, E4, qui sont appelés également des cystéinyles leucotriènes. Dans le cas où le LTA4 est métabolisé par la LTA4 hydrolase, le LTA4 est dans ce cas transformé en LTB4 où la structure moléculaire correspond à une ouverture du pont époxyde et sa réduction en groupement hydroxyle. Ce LTB4 joue un rôle chimiotactique important en attirant au niveau du foyer inflammatoire les cellules phagocytaires, ce qui a pour effet d'amplifier le phénomène de réaction inflammatoire. Lorsque ce LTA4 est métabolisé par la glutathion transférase, il se forme alors des produits qui ont de fortes propriétés bronchoconstrictrices. Cette réaction a lieu au niveau des éosinophiles et des mastophytes qui sont des cellules de l'inflammation mais qui sont surtout impliquées dans les phénomènes allergiques et le produit formé va être impliqué dans les phénomènes de crise d'asthme et choc anaphylactique. La glutathion transférase est une enzyme hépatique des voies de détoxication et dans le métabolisme des dérivés de l'acide arachidonique, elle intervient pour transformer le leucotriène A4 en leucotriène C4 en conjuguant un tripeptide que l'on appelle le glutathion et qui va se fixer par sa liaison riche en énergie, le groupement thiol, sur le carbone 8. Cette molécule, le leucotriène C4, C voulant dire conjugué, mais également pour cystéine, qui conjugue ce leucotriène A4 au glutathion.
ce leucotriène C4 intervient dans les réactions d'anaphylaxie. Ce dérivé conjugué est beaucoup plus polaire et va diffuser beaucoup plus facilement, de fait, dans les tissus. Ce LTC4 sera ensuite métabolisé par perte successive des acides aminés, le glutamate puis la glycine pour former respectivement le LTD4 et le LTE4. Sur ce schéma qui peut vous paraître complexe, vous avez à gauche représenté la voie de synthèse de ces différents leucotriènes et à droite de la diapositive, les effets biologiques de ces leucotriènes sur les différentes cellules et on retiendra surtout leur effet dans l'inflammation, à la fois par leurs propriétés chimiotactiques qui vont permettre une infiltration cellulaire avec un phénomène de perméabilité vasculaire responsable de l'œdème et des effets bronchoconstricteurs. Et en cas d'excès de production de ces dérivés lipidiques, eh bien certaines pathologies comme l'asthme, les rhumatismes sont favorisées. Il peut donc être utile d'inhiber leur voie de synthèse. Pour cela, il existe des médicaments, mais il existe des formes naturelles d'inhibition, comme le cortisol, qui est un inhibiteur de la phospholipase A2. C'est un anti-inflammatoire stéroïdien, contrairement à l'aspirine, et vous remarquerez qu'en agissant au niveau de la phospholipase A2, il va inhiber en aval toutes les voies de synthèse, par la voie de la cyclooxygénase, mais également par celle des lipooxygénases. Pour clore ce chapitre sur les eicosanoïdes, une particularité liée à l'acide arachidonique qui peut réagir avec un phospholipide, le phosphatidyléthanolamine, pour former un composé appelé anandamide qui vient du sanskrit ananda, qui signifie béatitude. Et ce composé peut se fixer sur des récepteurs cannabinoïdes que l'on a au niveau du cerveau et donc être responsable des effets de la béatitude, et pour ceux il est bien nommé. Il est donc la forme naturelle de produits illicites comme le cannabis ou la marijuana. Et aux États-Unis, on trouve aujourd'hui sous prescription médicale le marinol qui est un 9-tétrahydrocannabinol utilisé dans certaines affections. Sachez qu'on a trouvé de faibles quantités d'anandamine dans le chocolat. Les lipides polyisopréniques regroupent une très grande variété de composés qui, comme leur nom l'indique, sont des polymères de l'isoprène. Il constitue entre autres le principe odorifant des végétaux, mais il constitue également les pigments à l'origine de la couleur de nombreux végétaux. Et enfin, le plus connu est certainement le cholestérol. Le mot isoprénoïde ou lipide isoprénique définissent donc des molécules polymérisées à partir de l'isoprène et le nombre d'unités isoprène peut varier entre 2 jusqu'à voire 5000 pour le caoutchouc. On distingue deux types d'isoprénéides, les terpènes qui sont linéaires et les stérols qui sont des isoprénéides cyclisés. En fait, la frontière n'est pas aussi simple puisqu'il existe des terpènes qui sont également cyclisés, mais pour plus de facilité, nous garderons cette distinction entre les deux familles. Le motif de base est l'isoprène. C'est une molécule à 5 atomes de carbone qui n'est pas linéaire puisque sur le carbone 2 est branché un méthyle. Cette molécule présente également deux doubles liaisons. Son nom est le 2-méthyl-1,3-butadiène puisqu'il dérive du butane à 4 carbones. Lors de la polymérisation, deux modèles de condensation sont possibles. Une condensation où le carbone 4 va réagir avec le carbone 1. C'est une condensation de type 4,1 ou tête à queue dans laquelle les groupements méthyles sont du même côté. Un autre type de condensation est possible dans laquelle les deux carbones 4 vont réagir pour former une molécule qui est, elle, inversée en termes de présentation des carbones méthyles. C'est la condensation de type 4,4 ou tête à tête.
Ces molécules sont synthétisées dans la voie isoprénique. Souvenez-vous que nous avons présenté lors du premier chapitre sur les généralités les deux voies de synthèse des lipides, la voie malonique qui conduisait à la forme d'acide gras aliphatique et la voie isoprénique que nous présentons maintenant. Cette voie isoprénique permet la synthèse des terpènes végétaux mais également la synthèse des stéroïdes dont dérive le cholestérol. Cette voie de synthèse nécessite trois étapes fondamentales qui sont d'une part la formation d'un isoprène actif, puis la condensation de deux unités d'isoprène pour former un monoterpène, et enfin une troisième étape dans laquelle il y aura l'élaboration du squelette, soit sous la forme de condensation 1,4 ou pour les dérivés plus longs, à des condensations de type 4,4. Hormis ces trois séquences capitales, le reste de la biosynthèse pourra se faire par des modifications secondaires très classiques pour l'organicien, avec ouverture ou protonation de double liaison. En bas à droite de l'image, dans lesquelles sont stockés des composés secondaires qui sont très toxiques et utilisés par les végétaux comme insecticides. La synthèse de l'isopenténylpyrophosphate, forme active de l'isoprène, débute par la condensation de trois molécules d'acétyl-CoA pour former le 3-hydroxy-3-méthylglutaryl-coenzyme A. Cette molécule particulière, qui est hydroxylée et méthylée sur le carbone bêta, va être réduite par une enzyme qui est la HMG-CoA réductase qui joue un rôle capital dans la régulation de la synthèse du cholestérol. Le produit formé est le mévalonate qui a permis d'expliquer la synthèse du cholestérol. Et ce mévalonate va être successivement phosphorylé par un phosphate puis deux phosphates pour former le 5-pyrophosphomévalonate. Pyro puisqu'il présente deux phosphates. Cette molécule va être ensuite décarboxylée et perdre une fonction hydroxyle pour former la molécule qui nous intéresse, c'est-à-dire l'isopenténylpyrophosphate. Cet isopenténylpyrophosphate est en équilibre avec son isomère, le diméthylpyrophosphate, et ces deux molécules vont pouvoir réagir pour former un composé à dicarbone dans une réaction de condensation dans laquelle est formé un intermédiaire de réaction qui est un ion carbanion, et c'est au cours de cette réaction nucléophile que pourra donc être formée la première condensation qui permet de former une molécule à dicarbone. Au cours de cette condensation est éliminée une molécule de pyrophosphate. La molécule formée, le géranylpyrophosphate, qui comprend dicarbone, sert de mesure de référence pour nommer et classer les terpènes. Ainsi, les monoterpènes comprennent une unité de terpènes qui est cette unité de géranylphosphate. Les sesquiterpènes qui comprennent 15 carbones, eux, ont une unité et demie de terpènes et ainsi de suite. Un exemple de polymérisation, les géranyldiphosphates que l'on trouve essentiellement dans les essences végétales, et il est responsable de leurs propriétés odorifantes. Ce monoterpène peut réagir avec un isopentényle pour former un farnésyldiphosphate qui comprend 15 carbones et qui est un sesquiterpène. Ce farnésyldiphosphate sont surtout trouvés chez les végétaux, notamment au niveau des résines. Et ils sont aussi des hormones des végétaux. Ce farnésyldiphosphate sur lequel peut se condenser à nouveau une molécule d'isoprène activée pour former des diterpènes à 20 carbones. Deux molécules de diterpènes peuvent réagir entre elles dans une condensation de type 4,4 cette fois pour former des tétraterpènes qui sont à l'origine des caroténoïdes, c'est-à-dire des pigments trouvés dans les végétaux. Mais le farnésyldiphosphate peut lui aussi réagir avec une autre molécule de farnésyl pour former le squalène qui donnera des stéroïdes. Là encore, la condensation est de type 4,4. Elle est représentée sur cette diapositive où ce que l'on appelle les têtes, c'est-à-dire les parties les plus polaires de la molécule, vont réagir entre elles. Et voyez que la condensation qui donne le squalaire, vous voyez que les groupements méthyl sont de part et d'autre de cette molécule.
Ce squalène, de par la présence de ces nombreuses doubles liaisons, a une structure d'apparence cyclique et la cyclisation va être catalysée dans de nombreuses étapes qui vont conduire au lanostérol, qui est la molécule cyclisée du squalène. Ce lanostérol que l'on trouve notamment dans la suie de la laine de mouton et qui est un précurseur de la molécule du cholestérol. Le cholestérol est une forme réduite du lanostérol où il y a notamment la perte de 3 carbones. Ceci fait apparaître donc le lien entre les terpènes et les stéroïdes. Enfin, cette diversité liée au degré de polymérisation des unités de base vient s'ajouter des fonctions qui vont pouvoir modifier les molécules, ce qui ajoute de la complexité à leur efficacité. Le rôle biologique des terpènes est d'être des activateurs de la pénétration cutanée que l'on retrouve dans les effets des huiles essentielles. Ce sont des pigments, comme nous l'avons dit. Ce sont également des vitamines, notamment les vitamines liposolubles A, E et K. Ce sont des précurseurs du cholestérol. Et puis, nous avons évoqué leurs nombreuses propriétés, dont certaines sont utilisées en phytothérapie. À titre d'exemple, nous présenterons les monoterpènes, qui peuvent être acycliques, comme dans l'ocimène que l'on trouve dans le basilic, ou cycliques, comme c'est le cas pour le limonène, que l'on trouve dans le citron. Ces monoterpènes sont responsables des propriétés odorifantes pour le géraniol, qui a une odeur de parfum de rose. Il est souvent utilisé en parfumerie. Et puis le latex, que l'on trouve dans le caoutchouc, qui a une double fonction, puisqu'il participe par ses propriétés physico-chimiques de gel collant à tuer les insectes qui seraient ravageurs pour les plantes, mais également ils ont une autre fonction de défense puisque ce latex contient des substances chimiques capables de tuer les insectes. Vous voyez donc les multiples rôles que peuvent avoir ces terpènes. Les vitamines sont des corps à chaîne isoprénique, comme le coenzyme Q, qui ne répond pas à la définition stricte des vitamines, puisque ce terme de vitamine désigne des substances sans valeur énergétique propre, mais qui sont nécessaires à l'organisme, c'est-à-dire qui ont montré un rôle physiologique, et que l'homme ne peut synthétiser en quantité suffisante, ce qui n'est pas le cas du coenzyme Q10 que nous sommes capables de synthétiser. La vitamine E est un diterpène, qui est produit par condensation de l'acide homogénésique avec une molécule de géranyle diphosphate. Le terme de vitamine E est un terme générique qui désigne à la fois les tocophérols où la chaîne est saturée et les tocotriénols qui comprennent 3 doubles liaisons. Ils peuvent composer différentes structures selon le groupement qui va être substitué en position R. Les plus connus et les plus actifs sont l'alpha-tocophérol, où les 3 groupements alkyles sont substitués par des groupements méthyles. La propriété principale de la vitamine E, c'est d'être un antioxydant liposoluble en raison donc de son caractère hydrophobe. Elle va réagir avec les lipides qui sont oxydés, et notamment les peroxyles qui sont des radicaux libres. Le radical libre est représenté par l'exposant. Et en réagissant avec des acides gras polyinsaturés très sensibles à l'oxydation, elle réduit ces acides polyinsaturés et forme en échange le radical tocophéryle, radical qui devra être régénéré. Certaines huiles sont très riches en vitamine E, comme l'huile de tournesol, ce qui explique qu'elles ne sont pas sensibles au rancissement. Et au niveau biologique, cette vitamine E est insérée au niveau des membranes et prévient donc le risque de peroxydation. Enfin, la vitamine E a d'autres propriétés, comme celle d'être un inhibiteur de cyclooxygénase. La vitamine K désigne un ensemble de molécules qui sont dérivées du noyau de méthyl 1,4-naphthoquinone. On la trouve sous forme de vitamine K1 ou phyloquinone dans les végétaux, où là encore, elles répondent à la définition des diterpènes avec une queue phytile, c'est-à-dire du même type que celle trouvée dans les tocophérols, mais les bactéries de la flore intestinale, notamment, sont capables de synthétiser une vitamine K2, dans laquelle le nombre d'unités isoprènes est variable. Enfin, on trouve une vitamine K de synthèse, le méthadione, qui ne comprend pas d'unité isoprène. Cette vitamine K joue un rôle important
pour activer les facteurs de coagulation. Et en cas de carence, eh bien, cela se traduit par un allongement du temps de coagulation qui peut être mesuré en laboratoire de biologie sous l'appellation temps de Quick. Certaines protéines, vitamine K dépendantes, fixent le calcium, ce qui leur permet d'avoir un rôle notamment de la vitamine K au niveau du métabolisme osseux. La vitamine K a la propriété d'être un cofacteur de la glutamine carboxylase. Cette enzyme qui carboxyle les résidus glutamine des protéines pour former des acides gamma-carboxyglutamiques qui présentent donc une fonction acide carboxylique supplémentaire et qui ont la propriété de fixer le calcium, ce qui se traduit par un effet biologique. Au cours de cette métabolisation, la vitamine K est oxydée sous la forme de vitamine K époxyde avec deux fonctions, cétone et un pont époxyde. Elle sera régénérée, entre autres, par l'action d'une époxyde réductase et il peut être utile dans certaines situations pathologiques d'inhiber la régénération de la vitamine K. Ces médicaments sont alors appelés des antivitamines K. Leur effet est d'inhiber l'époxyde réductase pour laisser la vitamine K sous une forme non active. Ces traitements sont utilisés dans les états d'hypercoagulation. La vitamine A fut la première vitamine découverte, ce qui explique qu'on lui attribua la première lettre de l'alphabet. Sa structure chimique et son rôle ont été déterminés dans les années 30 et ont valu un prix Nobel à l'auteur de ses travaux. Sa synthèse fut réalisée une dizaine d'années plus tard dans les laboratoires Hoffmann-La Roche. La vitamine A se présente dans l'organisme sous la forme de rétinol, c'est-à-dire un alcool à longue chaîne diterpénique comportant un noyau appelé bêta-ionone, et la forme trans est la forme biologiquement la plus active. On la trouve aussi sous la forme de rétinal, dans laquelle la fonction portée par la chaîne diterpénique est un aldéhyde, d'où le suffixe al donné à ce composé. Ce rétinal est surtout présent dans la rétine, où il a été isolé. En effet, c'est l'isomère 11,6 rétinal entre dans la composition d'un pigment photosensible trouvé dans la rétine. Ce pigment, appelé rhodopsine, est un des constituants des cellules à bâtonnets. L'acide rétinoïque, dérivé de la vitamine A, est un facteur intervenant dans la croissance et la différenciation des cellules des tissus endothéliaux, des os et des muqueuses. La vitamine A peut être stockée dans le foie sous une forme d'ester, sous la forme de palmitate de rétinyle, qui sert ainsi de réserve de vitamine A pour l'organisme. Dans la nature, on trouve la vitamine A essentiellement sous forme d'ester. La vitamine A peut toutefois aussi être apportée à l'organisme sous forme d'un précurseur, le bêta-carotène, qui a une action pro-vitamine A. En effet, ce tétraterpène possède dans sa structure des noyaux bêta-ionone et son hydrolyse peut former de la vitamine A. L'une des premières fonctions physiologiques de la vitamine A à avoir été élucidée est son rôle dans la croissance et la différenciation cellulaire. Elle joue donc un rôle capital au moment de l'embryogenèse. Le mécanisme d'action impliquerait des récepteurs de l'acide rétinoïque au niveau du noyau de la cellule et, après fixation de la vitamine A sur ces récepteurs, une réponse de type hormonal aurait lieu avec une synthèse d'ARN messager et de protéines spécifiques. Au début du XXe siècle, on savait déjà qu'elle jouait un rôle capital dans la croissance et la résistance aux maladies infectieuses infantiles. L'huile de foie de morue, une source importante de vitamine A, fut dès lors considérée comme un ingrédient essentiel à la croissance des enfants. Le rôle de la vitamine A dans la vision a été également pressenti depuis des millénaires. Dès l'Antiquité, les Égyptiens traitaient avec succès des malades atteints de troubles de la vision nocturne en leur faisant absorber du foie, sans avoir la moindre idée de l'existence de substances vitaminiques. Mais ce n'est qu'en 1960 que l'implication du rétinal dans la biochimie de la phototransduction a été mise en évidence.
et son mécanisme élucidé. Ce mécanisme est présenté succinctement dans le schéma de cette diapositive. Ainsi, l'adaptation à l'obscurité est un phénomène physico-chimique lié à la présence dans les cellules en bâtonnets de la rétine d'un pigment photosensible appelé la rhodopsine. La synthèse de cette rhodopsine s'effectue à partir de la vitamine A, le 11,6 rétinal, et d'une protéine l'opsine. Le 11,6 rétinal provient de deux sources, d'une part la captation du rétinol plasmatique et d'autre part de la décomposition de la rhodopsine elle-même qui va redonner du rétinal. Sous l'effet de la lumière, le 11,6 rétinal contenu dans la rhodopsine est isomérisé en transrétinal, ce qui entraîne une cascade de réactions modifiant la structure de la rhodopsine. La conséquence finale de cette réaction est la décomposition de la rhodopsine et la production d'un influx nerveux au nerf optique. Le tissu rétinien est donc un important consommateur de vitamine A et la carence en cette vitamine est associée à des troubles de la vision nocturne appelés héméralopie. En cas de carence ou de déficit en vitamine A, on observe également des sécheresses de la peau et un retard à la cicatrisation. La vitamine A est aujourd'hui utilisée en thérapeutique, dans le traitement de l'acné, mais également dans certaines leucémies. Enfin, il a été observé qu'au moment de l'embryogénèse, un excès de vitamine A pourrait augmenter le risque de malformation. Le caractère indispensable de la vitamine A tient au rôle fondamental de l'acide rétinoïque dans la régulation de l'expression du génome. En effet, l'acide tout-trans-rétinoïque et son isomère le 9,6 sont des ligands spécifiques de récepteurs nucléaires. En se liant aux récepteurs, il libère ces récepteurs de leur répresseur et ces récepteurs vont pouvoir se fixer sur des zones déterminées de l'ADN, ce qui va inhiber ou stimuler l'expression des gènes situés en aval de ces zones. Ces récepteurs peuvent former des hétérodimères entre eux, mais également avec les récepteurs de la vitamine D et les récepteurs des hormones thyroïdiennes. Cette multiplicité des combinaisons possibles, dont on commence à peine à entrevoir l'étendue, rend bien compte des effets cellulaires, métaboliques et physiologiques multiples de la vitamine A. On trouve cette vitamine A dans le foie des animaux, qui en sont très riches, puisque cette vitamine A est stockée au niveau du foie. D'autre part, le foie de veau est très riche en vitamine A, puisque la vitamine A est ajoutée à l'alimentation de ces animaux pour favoriser leur croissance. À côté des formes animales, on trouve la vitamine A, mais dans ce cas-là, sous forme de précurseur dans certains végétaux, ce qui permet d'exprimer les apports en vitamine A sous forme d'équivalent rétinol. Ces composés végétaux sources de vitamine A sont des caroténoïdes et principalement du bêta-carotène et de l'alpha-carotène qui, comme vous le voyez, comportent dans leur structure le noyau bêta-ionone. En revanche, le lycopène, qui est une forme aliphatique, n'est pas un précurseur de la vitamine A. On distingue dans la famille des caroténoïdes les carotènes d'exanthophiles par la présence dans l'exanthophiles d'au moins une molécule d'oxygène. Ce sont des tétraterpènes formés par la condensation de deux diterpènes en condensation de type 4,4, puisque, comme vous le voyez sur cette diapositive, les groupements méthyles sont de part et d'autre de la molécule. Ce sont les pigments de nos végétaux. On trouvera le bêta-carotène principalement dans les carottes, c'est lui qui est à l'origine de la couleur orange de ces végétaux. En revanche, le lycopène est à l'origine de la couleur rouge que l'on retrouve dans les tomates, mais également dans la pastèque, par exemple. Enfin, la lutéine et la zeaxanthine donnent une couleur plutôt jaune aux végétaux. Nous l'avons dit, certains de ces caroténoïdes sont des précurseurs de la vitamine A, en effet. Mais les caroténoïdes ne sont pas uniquement des précurseurs de la vitamine A, ils ont aussi des propriétés antioxydantes et notamment ils sont capables de piéger l'oxygène singulé qui est formé après l'activation de la molécule d'oxygène par des rayonnements UV. Ils ont des capacités piégeurs
différentes selon le type de caroténoïdes considéré, le plus actif étant le lycopène, et ils sont utilisés en termes de photoprotection, notamment dans le traitement des allergies solaires, mais également la lutéine permettrait de prévenir la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui constitue un problème de santé publique. Cette lutéine, on la retrouve au niveau de la macula, qui est très riche en ce caroténoïde, et des études de supplémentation semblent montrer un bénéfice chez les personnes pour prévenir cette pathologie. Toutefois, certains caroténoïdes peuvent avoir des effets toxiques, notamment le bêta-carotène qui, chez le fumeur, alors qu'il avait été donné dans l'intention de prévenir les cancers du poumon, s'est montré nocif en augmentant la fréquence des cancers du poumon chez les fumeurs. Les hypothèses émises sont nombreuses, mais on retiendra peut-être la dose que l'on a retrouvée dans ces suppléments, qui était apportée à des doses bien supérieures à celles de l'alimentation, mais également la forme dans le supplément qui est différente du bêta-carotène que l'on retrouve dans l'alimentation. Donc le coenzyme Q est synthétisé à partir de l'acétylcoenzyme A qui, par la voie isoprénique, pourra former du farnésylpyrophosphate et d'un acide aminé, la tyrosine. Il se forme alors un composé que l'on appelle le coenzyme Q10 dans le cas où le nombre d'unités isoprène est de 10. On l'appelle également ubiquinone 50, correspondant au nombre de carbone dans le bras isoprène. Cette coenzyme Q10, qui a été mis en évidence dans les années 50, est un transporteur de la chaîne mitochondriale. Il a également des propriétés antioxydantes. Il protège les lipides des membranes et est capable de régénérer la vitamine E après que celle-ci ait été oxydée. Les stéroïdes sont des lipides isoprénoïdes avec une structure cyclique. Ils sont abondants dans les végétaux et chez les animaux. Ils ont en commun une structure chimique comportant un noyau stéroïde qui a donné le nom à cette classe de molécules. Ils ont des effets très variés qui sont dus parfois à une simple modification au niveau d'un carbone. Les stéroïdes dérivent de ce noyau carbure tétracyclique que l'on appelle le stérane, qui est composé de 4 cycles accolés et que l'on appelle également le cyclopentanohydrophénanthène. Les stéroïdes diffèrent les uns des autres par la nature et la position des différents groupements portés par ce noyau et par la présence éventuelle de doubles liaisons et du nombre de ces doubles liaisons. Les stéroïdes naturels sont répartis en 4 familles: les stérols, les acides et sels biliaires, les stéroïdes hormonaux et la vitamine D. Et nous allons passer à leur étude. Les stérols, dont le plus connu et le plus ancien de ces stéroïdes est le cholestérol, a été isolé dans les calculs biliaires dès le XVIIIe siècle, mais sa formule n'a pu être établie que bien plus tard, dans les années 50, avec la découverte du mévalonate dans sa synthèse. Sa formule présente la caractéristique du noyau stérane avec ses 4 cycles accolés, que l'on appelle A, B, C et D dans la nomenclature officielle. Il est méthylé au niveau du carbone 10 et du carbone 13 et il comprend une chaîne aliphatique qui amène cette molécule à un nombre de 27 carbones. De plus, il présente un groupement hydroxyle sur le carbone 3 qui rend la molécule plus polaire. Cet alcool, au niveau de la position 3, pourra être estérifié par un acide gras pour former des stérides, ce qui rendra la molécule totalement apolaire. Au point de vue structural, la caractéristique essentielle du cholestérol, c'est sa configuration plane et rigide donnée par l'ensemble des cycles, alors que la chaîne latérale est relativement mobile. Le cholestérol a une structure bipolaire, hydrophobe et apolaire, constitué par les 4 cycles et par la chaîne latérale, et le groupement polaire, qui rend cette molécule donc amphipathique. Dans la température ambiante, ces molécules sont rigides, avec un point de fusion élevé, et sont donc solides au niveau des membranes, ce qui permet au cholestérol d'agir au niveau de la fluidité des membranes. Comme nous l'avons précisé, sous la forme stéride, la molécule est donc insoluble et on ne le retrouvera pas donc dans les membranes et sa présence est associée à un état pathologique. On trouve le cholestérol dans notre alimentation
dont les principales sources sont représentées ici, mais toutes les cellules de l'organisme ont l'équipement enzymatique pour synthétiser du cholestérol, bien que la synthèse effective soit essentiellement le fait du foie. Le cholestérol entre dans la composition des membranes cellulaires où il va modifier la fluidité. C'est un précurseur des acides biliaires et des hormones stéroïdes et c'est sous la forme de stérides. On va le trouver essentiellement dans la circulation puisque c'est une forme de transport plus hydrophobe et de la même façon, c'est également sous la forme de stérides qu'on va le trouver dans les cellules où il pourra être stocké. L'excès de cholestérol, que l'on appelle hypercholestérolémie, peut être nocive et plus particulièrement lorsque le cholestérol est lié à la forme LDL, qui représente une forme de dépôt de cholestérol au niveau des cellules, et dans ce cas, il peut participer à la formation de la plaque d'athérosclérose. D'autres cellules, comme les macrophages, qui peuvent s'emplir de cholestérol sous forme stéride, vont être transformées en cellules spumeuses et participer à l'étiologie de la plaque d'athérome en se déposant au niveau de l'intima et former un dépôt graisseux impliqué dans les maladies cardiovasculaires et l'athérosclérose. Ce cholestérol est donc le précurseur de nombreuses molécules présentant ce noyau stéroïde qui dérive de cette molécule de cholestérol. Les acides biliaires sont la seule forme d'élimination du cholestérol. En effet, si toutes les cellules ont les voies de biosynthèse du cholestérol, en revanche, elles sont incapables de dégrader sa structure tétracyclique et le cholestérol doit donc retourner au foie, seul organe capable de le transformer sous forme d'acide biliaire, une forme beaucoup plus soluble qui va permettre son élimination. La structure des acides biliaires est celle d'un noyau stérane avec une chaîne aliphatique qui est plus courte que celle du cholestérol. Elle comprend ici seulement 24 carbones et on observe une hydroxylation au niveau des carbones 7, 3 et 12. Dans le cas de l'acide cholique, l'enzyme 7-alpha-hydroxylase, capable donc d'insérer une fonction hydroxyle au niveau du carbone 7, est l'enzyme limite dans cette synthèse. Ces acides biliaires peuvent être soit libres, soit liés à des acides aminés, comme la glycine et la taurine qui dérivent de la cystéine, et ils forment alors des sels biliaires puisque à pH physiologique, la fonction acide va pouvoir réagir avec un sodium. Ils sont nommés alors glycolates, taurocolates, et lorsque c'est l'acide kénodésoxycholique qui réagit avec ces acides aminés, ils sont appelés sous forme de sels biliaires glycokénates de sodium ou taurocolates de sodium. Il s'agit ici de sels biliaires primaires, car synthétisés au niveau du foie. Il existe également des sels biliaires secondaires, formés par la flore intestinale, qui présentent des structures similaires. Le rôle principal des sels biliaires, c'est d'être des détergents. Ils vont favoriser ainsi la digestion des triacylglycérols au niveau de l'intestin. Ils participent également à l'activation de la lipase pancréatique en jouant le rôle d'interface entre cette lipase, dont le but est d'hydrolyser les triacylglycérols, et les triacylglycérols. En effet, la lipase étant hydrosoluble, les triacylglycérols hydrophobes, l'interaction entre les deux molécules serait difficile sans la présence de ces sels biliaires qui, par leur structure, vont être en interaction d'une part avec la lipase au niveau des groupements carboxyliques et polaires hydroxyle et d'autre part vont être également en contact avec les triacylglycérols au niveau de la structure apolaire constituée par le noyau stérane. Enfin, ils aident aussi à l'absorption intestinale des vitamines solubles. Le cholestérol est le point de départ de la synthèse des diverses hormones stéroïdes. On peut distinguer ainsi les androgènes et les œstrogènes qui déterminent les caractères sexuels secondaires et la progestérone étant l'hormone de l'anidation et de la grossesse. Les glandes corticosurrénales sécrètent les minéralocorticoïdes qui contrôlent l'équilibre minéral,
Elle sécrète également les glucocorticoïdes qui régulent le métabolisme. Ces glandes corticosurrénales sont également capables de synthétiser et sécréter des androgènes. Toutefois, la structure de stéroïdes, en raison de leur caractère hydrophobe, amène des propriétés différentes pour ce type d'hormones. En effet, étant donné qu'elles sont insolubles, elles devront donc être transportées par des protéines spécifiques. Leur nature lipophile leur permet de traverser la membrane et elles n'ont pas besoin de récepteurs membranaires. En revanche, elles vont agir sur des récepteurs nucléaires. Parmi les hormones féminines, les œstrogènes sont caractérisés par 18 atomes de carbone. Quant aux hormones mâles, elles sont à 19 atomes de carbone. Ces hormones sont entre autres responsables de la différenciation biologique et phénotypique entre hommes et femmes, et vous voyez qu'il suffit d'un atome de carbone pour que les hommes et les femmes soient si différents. Les hormones des glandes corticosurrénales sont des hormones à 21 carbones. On distingue les minéralocorticoïdes, comme l'aldostérone, qui participent à la physiologie rénale. Autre classe, les glucocorticoïdes, comme le cortisol et la cortisone, qui sont des hormones de régulation des métabolismes glucidiques et protéiques et qui participent aussi aux réactions inflammatoires. La cortisone peut être de synthèse. Elle est utilisée pour ses propriétés anti-inflammatoires comme inhibiteur de la phospholipase A2 et des cyclooxygénases. Les corticosurrénales ont également la particularité de synthétiser des androgènes. Ainsi, la DHEA, représentée en bas à droite de la diapositive, bien qu'elle comprenne 19 carbones, est synthétisée chez les femmes et également chez les hommes. Cette hormone est impliquée dans la libido. Elle a été très médiatisée ces 10 dernières années pour ses propriétés d'hormone de rajeunissement. Son utilisation est très répandue aux États-Unis, pourtant ses effets sont encore très discutés. Le nom de vitamine D a été donné à une famille de composés ayant une activité antirachitique. La vitamine D est aujourd'hui considérée comme une véritable hormone stéroïde et ne devrait plus être classée parmi les vitamines. On distingue la vitamine D2 ou ergocalciférol, qui a été isolée pour la première fois de l'ergot de seigle. Elle se trouve dans la plupart des aliments végétaux. Elle est synthétisée après irradiation par les rayonnements solaires de l'ergostérol, un phytostérol. La vitamine D3 ou cholécalciférol a été isolée, elle, à partir de l'huile de poisson. Dès 1782, un médecin anglais, Dale Percival, avait décelé le pouvoir antirachitique de l'huile de foie de morue, ce qui lui valut d'être longtemps confondu avec la vitamine A, dont nous avons dit précédemment que cet aliment en était aussi très riche. Les vitamines D sont donc des stéroïdes qui dérivent du noyau stérane où le cycle B est rompu par coupure de la liaison entre le carbone 9 et le carbone 10. Cette modification a lieu par réaction photochimique. Ces deux composés, ergocalciférol et cholécalciférol, ont la même activité biologique. Ils diffèrent seulement par leur chaîne latérale en C17, qui est saturée pour la vitamine D3 et insaturée pour la vitamine D2. La vitamine D3 peut être également synthétisée au niveau de la peau grâce à un précurseur du cholestérol qui est le 7-déhydrocholestérol. Ce composé, sous l'action des rayonnements UV, est transformé en vitamine D3 avec ouverture du cycle B. Ainsi, le dosage de la vitamine D en période hivernale montre des taux beaucoup plus faibles que ceux observés en été. La vitamine D peut être synthétisée à partir de ce précurseur du cholestérol, mais elle devra être hydroxylée en position 25 au niveau du foie, puis en position 1 au niveau du rein pour former le 1,25 dihydrocholestérol ou vitamine D, qui est la forme active. Cette forme active du cholestérol est également appelée calcitriol. Sous cette forme, elle permet de réduire l'élimination rénale du calcium et favorise sa réabsorption au niveau de l'intestin. Ainsi, la vitamine D a un rôle important dans la minéralisation du tissu osseux en intervenant sur le métabolisme phosphocalcique. En cas de carence, on observe
des signes cliniques de rachitisme et sa supplémentation est conseillée chez la femme enceinte et chez les enfants en bas âge. Autrefois, on donnait de l'huile de foie de morue qui présentait l'avantage d'apporter à la fois de la vitamine D mais également des oméga 3. Enfin, pour clore ce chapitre sur les stéroïdes, rappelons que cette classe de molécules ne sont pas une spécificité du règne animal, mais que ces stéroïdes peuvent aussi être sécrétés par les végétaux. À titre de curiosité, nous citerons un stéroïde à effet cardiotonique extrait de la digitale. Son principe actif, la digoxine, inhibe la pompe sodium-potassium ATPase, ce qui a pour effet d'augmenter la concentration intracellulaire de calcium, facilitant la contraction cardiaque. Cette digoxine a longtemps été utilisée en cardiologie et son ingestion peut être nocive lorsque elle est accidentelle. On trouve dans les végétaux des phytostérols dont la structure est très proche de celle du cholestérol et qui sont présents en quantité relativement faible dans les aliments, sauf dans certaines margarines où, par des procédés de fabrication, il y a un enrichissement de ces phytostérols au sein donc de ces aliments et ils participent à la prévention des hypercholestérolémies, puisqu'ils vont entrer en compétition au niveau de l'absorption avec le cholestérol.